Welcome back to our session, our final pharmacotherapy session. Bienvenue à nouveau à notre session. Je suis un pharmacien clinique, je travaille aux soins palliatifs et la santé mentale et après notre prochain... Nous, étions, nous allons avoir maintenant notre première session sur la, pharmacothérapie et je suis très heureuse d'avoir notre représentatrice qui va pouvoir se connecter sur Zoom. Bonjour, docteur Macpherson. Oui, nous te voyons très bien, donc nous espérons que tout se passe très bien. Donc, elle est... Je ne suis pas sûre qu'on doive la présenter, mais je vais le faire de toute façon. C'est un professeur et vice-présidente du département de pharmacie clinique à l'Université de Maryland, l'école de pharmacie à Baltimore. C'est une consultante en pharmacologie pour les programmes de soins palliatifs et d'hospice et donne des formations sur l'usage approprié des médications dans les patients en fin de vie. Donc, elle fait partie de l'initiative du Maryland contre la douleur et elle fait partie du FAAHPM. C'est une docteure en pharmacothérapie certifiée en éducatrice en pharmacie et en douleur. Elle a beaucoup d'honneurs et je ne peux pas tous les lister, mais elle a écrit 4 livres, beaucoup de chapitres et beaucoup d'articles sur la gestion de la peine. Donc, sans plus attendre, voici Dr. Macpherson. Merci beaucoup. Donc, le titre de ma présentation, c'est Conseils rapides sur les médicaments, nouveaux médicaments et mise à jour sur la gestion de la douleur et des symptômes. Comme vous savez, je suis Dr. Macpherson. Je suis à l'Université de Maryland au Baltimore. Fais partie du programme merveilleux en ligne d'études supérieures et de master en sciences et le premier doctorat en sciences de la santé aux États-Unis. Donc, je n'ai rien à déclarer. Voici mes objectifs d'apprentissage. Nous allons parler un petit peu des calculs de conversion des opiacés, ce qui est nouveau. Nous allons parler des outils pour essayer d'atteindre des prescriptions et des prescriptions concordant des objectifs. Nous allons parler également de problèmes. Nous allons parler de sécuritagogue dans la gestion de la constipation résistante au traitement. Premièrement, nous allons parler de la calculation des La- L'interprète s'excuse, la personne parle beaucoup très vite. Donc, pourquoi avons-nous besoin de changer d'opioïde? Donc, les raisons évidentes sont le manque de réponse thérapeutique. Quelqu'un développe des effets indésirables et on pourrait avoir moins d'effets sous un autre opioïde. On peut avoir le changement d'état du patient. Un patient peut avoir à entrer sous sous soins intensifs ou alors ils veulent aller à la maison. Peut-être qu'ils ne peuvent pas avaler. Et on a aussi d'autres considérations qui concernent la disponibilité des opioïdes et des formulations, les questions relatives au formulaire. Quelqu'un a également mentionné des opioïdes très rapides et peut-être qu'ils veulent passer, si les opioïdes sont beaucoup trop chers, on veut peut-être passer à une méthode plus abordable. Et peut-être qu'on a aussi les croyances des patients et de la famille en matière de santé. Donc, voici les terminologies qu'on doit avoir. La réactivité aux opiacés, c'est le degré d'analgésie atteint au fur et à mesure que la dose est ajoutée jusqu'à un point final défini, soit par des effets secondaires intolérables, soit par l'apparition d'une analgésie acceptable. Donc, c'est l'espèce de changement où on a le plus d'effets par l'analgésie. Ensuite, on a l'intensité de l'effet analgésique d'une dose donnée qui dépend de l'accès au récepteur opioïde et de l'affinité de la liaison. On a des doses équipotentes qui sont des équianalgésiques. Et on a aussi le dosage équianalgénique des opioïdes. On a aussi la biodisponibilité qui
qui concerne la vitesse et l'étendue de l'absorption de l'ingrédient actif ou de la fraction active d'un produit pharmaceutique et sa disponibilité au site d'action. On a aussi, les plus communs ici sont la morphine, 30 à 40% biodisponible. Donc, ça veut dire que si vous avalez 30 mg, ça va dans votre intestin, ça va d'abord aller dans votre circulation. Et comme le premier élément, c'est le foie, vous allez recevoir seulement 16 à 68% de ce médicament. Et avant de passer les récepteurs sanguins, l'interprète s'excuse, la présentatrice va très vite. Très bien, donc voici le tableau que j'utilise dans la deuxième édition de mon livre. Et certaines personnes pensent que nous ne devrions même plus avoir de tableau. C'est vrai que pour certains calculs, certains sont meilleurs que d'autres. Je pense que c'est mieux d'utiliser un tableau. Je pense que c'est mieux pour les gens. Tout ce qui est dans la colonne de gauche, tout ce qui est dans les colonnes parentérales sont l'équivalent et l'oral, c'est l'équivalent aussi. Comme j'ai parlé, 10 mg de morphine, c'est à peu près 25 mg d'oral. 2 mg de... L'interprète n'a pas entendu cette partie. Donc, même si mon tableau est très bien, tous les tableaux ont des problèmes. Et souvent, ils ont leurs propres variables. Si vous avez votre propre tableau, allez avec lui. Je n'essaie pas de vous emporter de ce que vous utilisez déjà, mais vous devez considérer les sources des données et analgésiques. Par exemple, quand ce tableau est venu au début, c'était listé que 10 mg de morphine parentale était équivalent à 60 mg de morphine orale. Et on est tous revenus le vendredi pour traiter la même peine avec la morphine orale et c'est correct. Mais on a rapidement réalisé que la contribution de la morphine de la partie active de la morphine était seulement de 2,5 ou 3 sur 1 versus 6 pour 1. Donc, on doit réfléchir sur est-ce que c'est prospective, rétrospective, est-ce que ce sont des études professionnelles. Et aucun de ces tableaux, même le mien, qui je pense qui est vraiment bien, ne considère les variables flexibles du patient. Est-ce qu'ils sont gros ou minces, ou est-ce qu'ils ont une fonction ethnique? Et toutes ces équivalences sont unidirectionnelles et bidirectionnelles. Donc, est-ce que 20 personnes parmi nous font ça? Il y a une différence. La première édition de mon livre, où j'utilisais le tableau sur la gauche. Et ça doit être un tableau que les gens utilisent dans les cliniques aujourd'hui. 1,5 mg d'hydromorphone sont équivalents à 7,5 mg d'oral. Et c'est un ratio qui est assez important. Et on peut avoir certains changements. Donc, la plupart des médecins vont regarder une étude. Donc, avant que je ne fasse là, je vais vous montrer la conversion parentérale à orale pour 1,5 hydromorphe et hydromorphone est égal à 7,5 hydromorphone. Et donc, on voit que c'est à peu près 50%. Donc, encore une fois, dépendant de l'endroit où vous allez, vous êtes en train de surdoser ou de sous-doser. C'est une erreur que nous avons tous fait qui n'est même pas de la science basée sur des preuves. Donc, nous devons évaluer de l'autre façon. Non, parce que lorsqu'on parle de parentéral versus oral pour tous les magasins, pour tous les médicaments, c'est la biodisponibilité. Pour les grandes populations de patients, on voit que dans mon tableau, en tout cas, on voit que 2 mg de parentéral et 5 mg d'oral. Ça, c'est un taux de conversion qui a été fait à l'Université de Houston, Texas. Et je pense qu'elle a regardé à 200 patients qui avaient été stabilisés sur les intraveineuses d'hydromorphone et qui étaient sous l'hydromorphone, la morphine orale ou l'oxycodone.
Et si c'était... L'interprète n'a pas compris cette partie, l'interprète s'excuse. Et donc, si c'était beaucoup plus élevé, c'était moins. Donc, sous les intraveineuses d'hydromorphone, sous oxycodone, c'était 1 pour 8, un ratio de 1 pour 8. Donc, lorsqu'on compare ces données et qu'on voit mon tableau sur le tout en bas à gauche, vous voyez que 2 mg d'hydromorphone parentéral pour 5 mg d'oral. Et on avait tout ce débat. Et donc, j'ai contacté mon ami pour lui dire, tu dois me rendre service ici. Je dois que tu postes un tableau et que tu vois si mon ratio se tient. Donc, est-ce qu'on peut aller à l'hydromorphone en intraveineuse? Je veux dire que c'est de la donnée bidirectionnelle. Et elle a fait cela et elle a regardé et c'était exactement 12,5 hydromorphine est égal à 30 mg d'hydromorphone. Donc, peut-être qu'elle va faire cela dans son prochain projet et qu'elle va faire une étude plus systématique. Cette étude nous porte à nous demander est-ce que c'est bidirectionnel? Est-ce que la morphine ou l'hydromorphone en intraveineuse, est-ce que c'est égal à la morphine orale et vice-versa? Et ils ont regardé de morphine orale à orale. Lorsqu'on passe de la morphine à l'hydromorphone, c'est à peu près 5 pour 1. Lorsqu'on parle de l'hydromorphone à la morphine par le même parcours, c'était 3,7 pour 1. Et comme on dit, c'était une très petite étude. Les données étaient très précises avec des grandes variables. Donc, on va assumer que c'est bidirectionnel. Mais les données de ma collègue docteur m'ont également convaincu. Quand on parle, qu'est-ce qu'il en est de ce 10 pour 25? Si je suis dans une voiture et que je dis et qu'une infirmière ou un docteur m'appelle et qu'on me demande de calculer, c'est beaucoup plus facile de diviser par 3 que par 2,5 si vous êtes si vous êtes en route. Donc, parfois, c'est quelque part entre 2,5 et 30 mg d'hydromorphine. Il y a des recherches qui disent que 20 à 30 mg de morphine par voie orale est égal à environ 10 mg de morphine sous intraveineuse. Ils disent oui, c'est un ratio de 1 à 3 ou 1 à 2. Donc, ça se répartit un peu comme ça. Et je pense que ce qui est important qu'il faut se rappeler, c'est que ça vous donne une idée générale, mais ce n'est pas quelque chose de marqué dans la pierre. Donc ça, c'est mon idée de 10 à 25. Donc, il doit y avoir plus à faire. Donc ici, on a un cas. PA, c'est un homme de 58 ans en phase terminale de cancer du poumon de stade 4, admis directement dans l'unité d'hospitalisation de l'hospice avec une plainte de douleur incontrôlée. Il est mis sous perfusion intraveineuse d'hydromorphone à 0,2 mg de l'heure, qui a été augmenté sur 4 jours à 0,5 mg par heure, avec un bolus de 0,2 mg toutes les 15 minutes si nécessaire. Vous aimeriez passer à la morphine orale. Qu'est-ce que vous recommandez comme schéma posologique? Donc, la première chose, c'est de vraiment évaluer la douleur du patient. Deuxièmement, on va ajouter la dose par jour. Donc, il avait 0,5 mg par heure par 24 heures. Donc, 12 mg par jour, plus 4 doses du bolus de 0,2 mg par intraveineuse. Donc, on a 12,8 mg d'hydromorphone IV. Donc, je mets mon inconnu sur la gauche. Et tout ce qui est sur la gauche, c'est des données de la vie réelle. Donc, on passe de... vous allez voir que l'hydromorphone en intraveineuse est le dénominateur commun tout en bas. Donc, 2 fois x par 25 par 12,8. X est égal à 160. Donc, dans mon inscrit, je mets le 160 sur le 3,8. Donc, lorsqu'on change d'opiacé, parce que vous n'avez pas une tolérance contrôle complète, vous allez sûrement calculer quelque part entre 25 à 33%. Donc, j'ai calculé 160, on va aller avec 120 et on va mettre le patient sous MS Content avec 60. Donc, le Reddy's bottom line, c'est montré dans ce tableau.
Quand vous allez d'un opiacé à l'autre, vous utilisez la conversion dans mon tableau ici et vous allez aussi donc réduire la tolérance croisée. Encore une fois, la chose la plus importante à se souvenir, quel que soit le tableau que vous utilisiez, quand vous calculez ce chiffre, la chose la plus importante, c'est qu'à le troisième choix, c'est de faire le calcul du rapport. Le quatrième, c'est de l'ajuster soit à cause de la tolérance croisée, le patient souffre beaucoup d'ortho et l'étape 5, c'est le plus important, faire le suivi du patient. Quoi que vous utilisiez comme tableau, en fait, c'est que ça vous amène à peu près dans la zone. Je ne sais pas ce qu'elle est la vôtre, mais tout ce que je sais, c'est que c'est à peu près dans la plage qu'il faut. Il faut se servir du sens commun et encore une fois, je n'utilise pas de calculateur parce que les gens ne servent plus de leur cervelle, donc utilisez votre jugement clinique. Alors, bon, voici les 5 étapes que je viens de décrire et déterminer finalement la dose totale, évaluer globalement. Faites vos maths individuellement, individualisez la dose, suivez le patient. Et ça, c'était la conversion que j'utilise. Si je voulais que je vous en envoie une copie, envoyez-moi votre adresse courriel. C'est laminé. D'un côté, vous avez les calculs. De l'autre côté, ce sont les méthodes de dosage. Nous avons actuellement publié quelque chose sur l'utilisation sécuritaire de la méthadone dans les soins palliatifs pour faire la conversion avec la méthadone que ce soit de 0 à moins de 60 mg en équivalence de morphine orale et on va de 2 à 5 peut-être à 7,5 mg de méthadone orale. Et essentiellement, l'hospice, c'est entre 2 et 5. Des gens qui sont pas très gros, ben, c'est de 1 mg jusqu'à 12. Mais enfin, il y a toutes sortes de personnes qui vont aller à des doses plus élevées que 12. Et dans certains cas, si vous êtes particulièrement impliqué dans l'inhibiteur des enzymes, mais dans ce cas-ci, c'est qu'il y a 8 millions de drogues qui interagissent avec la méthadone. Mais quand le médecin m'appelle, la question c'est est-ce qu'ils sont sur la méthadone, est-ce qu'ils ont des antidépresseurs? Et parce que ce sera 90% de ce que vous verrez pour l'inhibition zymotique. Et bon, ben, c'est certains des médicaments dont je voudrais me soucier, ce sont les antibiotiques et les antifongiques dont nous devons nous soucier. Et s'ils sont entre 160 et moins de 65 ans, eh ben, nous avons une conversion de 10 à 1, 200 et plus, ou alors au-delà de 65 ans, nous faisons une conversion de 20 à 1. Si vous regardez la colonne de droite, je crois que ce sont des directives importantes. N'augmentez pas la dose pour plus de 7 jours et pas la dose quotidienne par plus de 5 mg par jour au total. Et quand ils sont sur 30 jours sur la méthadone, vous pouvez augmenter par 10 mg par jour, jusqu'à 10 mg par jour. Mais ensuite, du fait le Q équivalent, bon, ce n'est pas actuellement que ça sera, bon, on va changer la génétique comme la méthadone, mais ça s'accumule, alors vous ne pouvez pas vraiment l'augmenter. Quand les patients viennent au moins dans nos CHSCT sur ces doses incroyables de 20 mg et plus à l'heure, bon, ben, encore une fois, il faut faire attention. Bon, ben, vous savez, ce n'est pas une conversion linéaire pour la méthadone. Donc, le plus que nous faisons avec nos patientes sur les soins palliatifs, c'est peut-être 40 pour la méthadone par voie orale et d'une manière générale. Peut-être qu'un des opiacés initiaux seront utiles, mais encore une fois, réduisez de quelques 25 à 30 si vous avez un inhibiteur enzymatique et c'est ensuite pour chaque jour, là, pendant 5 jours, et ensuite vous utilisez votre jugement pour les augmentations de dose. Alors, parfait. Maintenant, nous allons passer des buts de la prescription, des prescriptions avant que je ne passe à cette liste de médicaments, la constance de prescription, des prescriptions. Vous savez, on parle toujours de la déprescription, mais c'est un peu, vous savez, où les sexualités ont mauvaise réputation avec certaines personnes et simplement prescrire quelque chose parfois aussi, ce n'est pas aussi, ça n'a pas bonne presse, enfin. Et donc, mais parfois, c'est tout à fait approprié. Alors, regardons dans un patient de sexualité déclicique, bon, un grand-père de 94 ans avec des
COPD qui vient d'être admis. Cosam QD en tant que supplément, une capsule par jour, préservision, atromycine, lévoprosine, la ramipril, l'ovéprosine, le furostatine, le finastoride, la niodipine, la varfarine, puis du Roneb. C'est énormément de médicaments, n'est-ce pas? Alors, quand vous regardez cette liste, vous dites, bon, il y a peut-être des médicaments que nous pourrions laisser tomber maintenant. Tout ce qui est un supplément comme la coenzyme Q10, ouais, manifestement, nous sommes biaisés contre ça, c'est évident. Les statines, par exemple, on va utiliser des statines, des bonnes statines. Il n'y a rien comme les bonnes statines. Et actuellement, c'est la préservation, vous n'avez jamais vu ça, c'est à peu près gros comme ma chaussure. Donc, alors, pour avaler ça, c'est un danger. Et bon, ben, c'est un inhibiteur des pompes à protons et aussi, bon, ben, ma foi, ça n'a pas tellement d'allure. C'était pas seulement 5 mg d'amlodipine. Ben, c'est comme une dose si faible, bon, ben, c'est pas grand-chose. Et le ramipril, 10 mg, c'est faible aussi. Alors, il y a peut-être un peu d'espace pour euh, des prescrire. Et comme il y a plusieurs approches à utiliser, soit que nous fassions une révision complète de ces médicaments, ou alors on peut faire de la description ciblée, certains groupes de médicaments, par exemple, et puis bon, ensuite vous prenez les outils de soutien à la décision pour informer votre dé de prescription, parler aux cliniciens, appuyer les outils et préparer pour avoir une conversation des prescriptions. C'est très important. Très souvent dans les CHLD, nous avons des patients et certains bon, actuellement, dont il y a des gens qui en prennent soin, et puis vous avez une autre personne à 3000 qui essaie de vous dire quoi faire. Alors, très souvent, ça donne des dégâts. Quelque chose qui s'appelle aussi MedSupport, je vous donne l'adresse courriel ici. Quelles sont les preuves de cette application? Ben, vous pouvez utiliser ces critères, le critère de Beer, le critère Stop d'Edmonton et aussi ce que vous devez... Donc, ça s'appelle thennt.com. Actuellement, si vous voulez actuellement voir quels sont les chiffres, et vous regardez tous ces critères ensemble, et il y a des limitations qui incluent un peu les vitamines, les suppléments, les antibiotiques ou les produits combinés. Alors, si vous regardez, ça c'est le résultat. Ici, il faut prendre tous les médicaments dans le si vous voulez, vous mettez tout ça dans le logiciel et ça vous donnera une priorité pour les arrêts. Si vous regardez pour l'opportunité qui est la lévothyroxine, vous regardez, bon, une figure pas heureuse, rouge, est-ce que ça va améliorer les symptômes pour la pression? Est-ce que ça augmente les chances de maladie mortelle? Ouais. Est-ce que ça crée des dégâts? Pas nécessairement. Est-ce qu'il y a des dangers? Pas vraiment. Mais on essaie de donner des questions pour la raison de cette prise de décision. Donc, j'aime bien qu'il divise tout ça entre bon, les différents médicaments, les symptômes, euh, les risques réduits de maladies éventuelles ou éventuellement. Voici montrer ce qu'il en est exactement. Et bien sûr, si vous regardez cela en haut, vous pouvez pas ranger le médicament soit en arrêtant par voie de priorité d'arrêt ou par simplement la condition médicale. Et vraiment, vous savez, j'essaie d'arrêter une seule chose à la fois et manifestement, si c'est de la vitamine C ou une multivitamine avec du fer ou quelque chose comme ça, probablement qu'on pourrait bien sûr arrêter cela, mais en général, vous ne savez pas quel médicament, pour ce qui est de la lévothyroxine, eh ben, ils auront une vie assez longue. Alors, c'est une priorité. Et actuellement, ça, c'est, si vous voulez y aller par les priorités, c'est le numéro un ou certains médicaments et puis avoir des indications. Et actuellement, bon, ils ne se demandent pas, c'est pour ce qui s'appelle quelque chose qui s'appelle AFib. Ils ont un adresse courriel, cliquez là-dessus et ça vous amène au nnt.com. Ils ont donc une approche plafond suggérée. Et quand je parle aux infirmières, je dis, si vous ne savez pas comment enlever des médicaments, tout ce que vous allez pouvoir faire actuellement, tout ce qui affecte votre tête, ou votre cœur actuellement, peut-être qu'il faut réduire graduellement. Alors peut-être que actuellement, bon, ben la warfarine, probablement que parce que c'est un antihypertensif. Et puis actuellement, vous regardez aussi, vous devez suivre votre patient après avoir réduit ou arrêté un médicament, alors que ce que je dois regarder, ben peut-être qu'on n'aurait pas dû faire cela. Eh bien, dans
le cas de la thyroxine, ça sera le retour des symptômes hypocondriaques tels que la fatigue, la perte de cheveux, la constipation, etc. Alors, je trouve ça très utile et j'aime bien le nombre de le chiffre inclus que le chiffre que nous traitons en réalité. Enfin, quelque chose qui s'appelle ça fait quelqu'un qui les gens qui reçoivent trop de médicaments lorsqu'ils sont des adultes frêles avec une espérance de vie limitée, ben les critères pour commencer alors sont indiqués pour c'est pas seulement ceux qui sont frêles ou malades en phase terminale. Et ceci se concentre essentiellement sur les adultes frêles, enfin, des gens qui ont parfois quelques médicaments. C'est essentiellement un indicateur de prescription inapproprié pour aider les médecins ou d'autres prescripteurs. C'est à l'intention des gens plus âgés avec une espérance de vie limitée. Le but, c'est d'optimiser la qualité de la vie, de minimiser le risque de morbidité lié aux médicaments. Le but devrait être défini et finalement, les changements de médicaments devraient être discutés avec le patient, la famille. Bon, quand on parle de la famille, très souvent, actuellement, c'est un obstacle. Alors, qui est un candidat inapproprié pour utiliser les directives Stop-Frill? La plupart des clients devraient rencontrer les critères suivants. D'abord, l'activité de ils ont une vie dépendante ou actuellement ce sont des gens qui sont souvent des maladies chroniques et maladies terminales. Ils sont frêles de manière irréversible et très souvent ils se détériorent de manière clinique ou des complications aiguës. Et troisièmement, le physicien ne serait pas surpris si le patient mourra dans les prochains 12 mois. Enfin, très souvent, c'est la question qu'on pose. Seriez-vous surpris d'apprendre que le patient pourrait mourir dans l'année qui vient? Eh bien, voici une portion de Stop. C'est une page complète. Parfois, il y en a un peu plus. Au-delà de la section F, la section A, j'aime bien cela. C'est une espèce d'indicateur global. Tout médicament que le patient ne prend pas ou qu'il peut tolérer en dépit d'une éducation et de toute autre formulation inappropriée. Si quelqu'un ne prend pas un médicament ou si alors ils le prennent parfois certains jours ou pas, eh bien, manifestement, il ne semble pas souffrir des séquelles de la prendre de manière inconsistante. Alors, lorsque ce sera un médicament où personne ne savent même pas pourquoi on le prend, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Très souvent, on continue une médication pour tout simplement parce que, on vous l'a prescrit il y a 20 ans, actuellement, et s'il y a un autre praticien qui prend le patient en charge, et puis, on continue le médicament. C'est pas pourquoi ils sont là-dessus, ils n'en ont peut-être même pas besoin. Et si c'est une question de symptômes, que ce soit la douleur, la nausée, quoi que ce soit, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Et ensuite, il y a d'autres systèmes corporels quand on regarde, les lipides, enfin, je crois que c'est très, très, très utile en tant qu'outil. Et actuellement, on peut utiliser un autre processus qui n'est pas basé sur des preuves, c'est basé sur une expérience clinique. Ce n'est pas une application, c'est seulement une page. Je crois que c'est très utile et certains d'entre vous voudraient peut-être jeter un coup d'œil là-dessus. Ensuite, les critères Stop, Start, c'est naturellement, on peut utiliser ça de deux façons. Et c'est un outil de dépistage pour la surprescription. C'est ce qu'on appelle la partie stop. Et aussi un outil de dépistage pour savoir ce que vous devriez commencer. Alors, vraiment pour lutter contre les médicaments qui sont appropriés pour les omissions potentielles à cet effet. Et d'où est-ce que ça vient? Le critère de référence, c'est encore une fois, vous pouvez aller voir la section B, c'est le critère d'arrêt, critère stop, en fait. Et en fait, c'est que les diurétiques de lance comme traitement de première intention de l'hypertension. Et actuellement, mais les critères, ça peut être que quelqu'un a finalement une insuffisance cardiaque et peut-être que ce serait une bonne idée que de le mettre sur des insuffisances. Et je pense que si vous êtes au SANU, vous avez entendu parler des critères de Beers. Ce sont une liste de médicaments qui méritent d'être discutés avec les professionnels de la santé parce que ce ne sont peut-être pas les options les plus sûres ou les plus appropriées pour les personnes âgées. Donc,
C'est pour les personnes âgées en dehors des établissements des soins palliatifs, mais ça peut être utilisé dans les conversations sur la déprescription. Et vous devez faire attention parce que parfois ils font des recommandations inconsistantes avec les soins dans les établissements de soins palliatifs. Par exemple, ils le font par catégorie, ils donnent une justification explicite. Et là, ils disent peut-être qu'on devrait repenser l'usage du benzodiazépine. Et peut-être qu'avec les benzos, on dirait que parfois on devrait juste mettre cela dans l'eau parce que tout le monde utilise ce médicament, mais plus généralement, ils prennent les preuves de cette recommandation et ils essayent d'éviter et la force de la recommandation est forte. Ok, donc à quel point c'est approprié? Desprescriptions.org, c'est merveilleux. Ça vous donne des lignes directrices sur la déprescription qui sont très utiles. Vous pouvez voir qu'il parle de choses différentes comme le limiteur de pompe proton, les antihyperglycémiques, les antipsychotiques, les benzodiazépines et agonistes des récepteurs de benzodiazépines, les inhibiteurs de la cholinestérase. Et certains des médicaments les plus problématiques sont utilisés en soins palliatifs. Donc, vous allez voir sur leur site web, il y a tous ces outils de poche, tous ces exemples de ce à quoi ressemble leur ligne directrice. Donc, par exemple, vous avez les inhibiteurs de pompe à protons qui sont, qui sont notés ici. Si vous n'êtes pas sûr, vous devez vérifier. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller sur la gauche et avoir les recommandations. Donc, c'est très bien organisé, c'est très bien. Il y a beaucoup de recherches très bien effectuées et vous pouvez l'utiliser. Je pense que c'est mon c'est mon jouet favori. Donc, je vais. Ce qui est le plus intéressant pour moi là, c'est l'approche qu'ils ont prise ici, qui était moins fondée sur les adultes plus vieux, mais beaucoup plus sur la morbidité et l'usage de certains médicaments. Donc, ils ont une liste de critères de déprescription fondés sur des données probantes pour les patients chroniques et ils sont concentrés sur la déprescription chez les patients atteints de multimorbidité. Donc, on a des critères comme l'indication du médicament pour lequel la personne a une prescription, la situation clinique avec une opportunité de déprescription, la variable clinique à surveiller et le temps minimum de suivi du patient après la déprescription. Et il y a quelqu'un qui fait un très bon travail à l'Université de Sydney et ils ont un addendum de 100 pages sur le site web qui parle du temps minimum de suivi du patient après qu'il ait suivi, après qu'il ait arrêté un médicament et quand est-ce que c'est important. Est-ce que ces conséquences sont l'arrêt du médicament ou la progression d'une maladie? Vous allez penser que c'est du bon sens, mais ce n'est pas toujours. Et combien de temps devriez-vous faire le suivi? Donc, vous ou la personne qui recommande la déprescription, vous devez le mettre dans vos notes. Vous devez dire, voici les choses que vous devez suivre, que vous devez donc, suivre pour 2 semaines, 6 semaines, 8 semaines, dépendant du problème. Donc, voici un exemple. Voici ce à quoi ça ressemble. Donc, pour les anticoagulants oraux, si vous considérez la maladie pour laquelle on a une prescription, donc on parle de fibrillation auriculaire, on a un questionnaire qui doit être fait, qui doit être remis, ainsi que la considération du risque élevé de chute, et également si on a besoin de suivre des variables de santé ou de faire un suivi. On a aussi les anticholinergiques qui sont prescrits pour l'incontinence urinaire. Est-ce que le patient utilise une couche ou est-ce qu'il y a une aggravation des symptômes de démence chez les patients sous pression? Donc, qu'est-ce que vous devez surveiller? Vous devez surveiller leur contrôle des urines. Il est jusqu'à 1 mois, mais je pense que si le patient va avoir un retour, ça va être plus qu'un mois. Donc, je suis assez inquiète des effets secondaires des anticholinergiques et ça peut être un fardeau pour les patients. Ok, donc ici, on a Garfinkel.
l'algorithme de Garfinkel sur les bonnes pratiques palliatives et gériatriques. C'est un processus de pensée qui vous permet de poser un certain nombre de questions sur la médication. Donc, premièrement, la première boîte, c'est un consensus basé sur des preuves qui existent pour l'usage d'une médication pour l'indication donnée à son taux actuel de dosage dans le groupe d'âge du patient et son niveau d'handicap et est-ce que les bénéfices dépassent tous les effets secondaires adverses, oui ou non. Et ensuite, on continue. Si l'indication montre que c'est un médicament qui est valide et pertinent pour le groupe d'âge de ce patient et son niveau de handicap, oui. Et si c'est non, il faut arrêter. Et ensuite, on continue à passer à travers les réponses, oui ou non. Oui, il faut peut-être changer de médication et sinon, il faut passer à la prochaine question. Et ensuite, on arrive à la fin pour savoir si on arrête la médication, si on passe à un autre médicament ou si oui, on réduit la dose ou on continue à la même dose prescrite au départ. Je pense que c'est un processus de pensée incroyable. Donc, vous pouvez voir ici, c'est un outil basé sur le jugement implicite. Vous avez les critères de Big ou le stop-start qui sont considérés comme des outils explicites. Ils sont applicables à tout médicament dans tout contexte clinique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quel type de médicament il s'agit. Vous avez certaines études ici qui regardent des médicaments en utilisant le processus de pensée de réflexion de Garfinkel. Et il y avait une différence statistique importante. Donc, je ne sais pas si c'est pertinent, mais je pense que c'est un bon processus de réflexion critique. Très bien. Et je viens de mentionner cela. Le calculateur de charge anticholinergique, qui je pense est merveilleux. Aussi, il y a une calculatrice de sédation. Ça peut être utilisé pour calculer le fardeau anticholinergique de vos patients. Un score de 3 et plus est associé à une augmentation des troubles cognitifs et une augmentation de la mortalité. Donc, je pense que c'est important de surveiller le niveau de risque. Sur la droite, vous pouvez voir que les deux médicaments ici ont un fort taux anticholinergique et ça va vraiment augmenter plus de risques pour les effets secondaires dus au fardeau anticholinergique. Donc, on parle de rétention urinaire, démence ou délire. Donc, c'est important de se rappeler de cela. Ils ont mis les patients à haut risque pour la confusion, les chutes et la mort. Ce sont les choses qu'ils surveillent. Ensuite, il y a ce qui s'appelle le tag NSW. C'est un outil de prescription qui a été développé par une équipe de projet de recherche transnationnelle dirigée par le professeur Sarah Elmer. Et c'est venu avec des brochures d'information pour les consommateurs. Je sais que vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit ici, mais ils ont fait un très bon travail. Vous devriez regarder le site web qu'ils ont fait avec cela. Première étape, si vous regardez sur la droite, est-ce que je devrais déprescrire? Donc ça, c'est l'évaluation du patient et on vous donne des questions qui parlent par exemple, des documentations qui sont importantes à regarder ou est-ce que vous avez des effets secondaires que vous surveillez? Et là, vous allez réduire le niveau, par exemple, de fuite urinaire. Est-ce que le patient est d'accord avec cette recommandation? Et ensuite, vous allez avoir un de ces moments où vous avez telle personne prend en ce moment ce médicament pour telle chose et est en train d'expérimenter un risque de tel problème. Et donc, ça vous aide à avoir cette conversation. Deuxième étape, c'est comment est-ce que je déprescris, comment le faire et quelle est la gestion alternative. Qu'est-ce qu'on fait de manière non pharmacologique et de manière pharmacologique. Et ensuite, on fait un résumé de tout cela sur la page de droite. Donc, c'est pas toujours disponible pour tout le monde, mais je pense que c'est un merveilleux outil que vous pourriez vouloir voir. Donc, ensuite, on parle de la boîte à outils de la NHPCO pour la prescription des médicaments dans les hospices. C'est une
Ce sont des arbres de décision du diagramme de flux qui décrivent les possibilités de déprescription. Donc, on parle des tablettes, des codes anticoagulants. Aux États-Unis, toute la médication liée aux maladies un stade terminal ou tout ce qui pourrait affecter la finalité du cas du patient. Du côté de la perspective du médicament, il faut faire attention parce que certains des inhaleurs peuvent coûter vraiment cher, donc ça peut être fou. Et on doit se poser la question, est-ce que les patients peuvent utiliser certaines de ces options? Et quand, par exemple, on a les inhaleurs à poudre, ils doivent être capables d'aspirer très fort pour prendre ces médicaments. Donc ça, c'est un très bon exemple pour voir les anti... Ça, c'est pour les médicaments antiplaquettes et anticoagulants. Il y a des lignes directrices et on vous dit de quels médicaments on parle maintenant et pourquoi ils sont prescrits, quelles sont les raisons spécifiques de déprescription et pourquoi est-ce qu'on pense à déprescrire. Donc, on a la fibrillation auriculaire, on a la consultation des médecins qui traitent en soins palliatifs. Et en fait, on a réalisé que le risque est assez égal d'avoir un arrêt cardiaque, d'avoir... L'interprète n'a pas entendu cette partie. Et ensuite, ils vont avoir cette conversation à la fin. Et on a des points de discussion qui sont assez importants. Je trouve que c'est vraiment utile. Lorsqu'on parle de SPIKE, c'est un outil qui est développé pour les infirmières, mais je pense que c'est vraiment un grand bénéfice pour tout le monde parce que ça vous permet d'avoir il faut prendre l'opportunité d'avoir une salle privée. On ne veut pas avoir trop de personnes autour, mais on veut faire l'évaluation de ce que la personne sait déjà, quelle information on peut offrir. Le K, c'est la connaissance et le S, c'est le partage. Je sais que ça réduit la possibilité d'avoir un AVC, mais même si vous avez le plus haut score de risque, si vous regardez les risques et qu'il y a 21 jours, quand vous faites quand vous faites la moyenne sur une année, c'est 20% par mois. C'est pas beaucoup. En fait, c'est un risque assez bas. Et quand vous regardez le risque de chute et de saignement, ça vous permet de partager cette connaissance. Et là, quand vous donnez des nouvelles comme celle-ci, par exemple, les familles qui sont très affectées par le fait que vous dites, je ne pense pas que vous devez donner à... Je ne pense pas qu'on doit donner à ma grand-mère du sucre 4 fois par jour. Je sais qu'elle a le diabète, mais souvent les familles sont affectées par cela. Donc, lorsqu'on dit qu'ils doivent arrêter certaines pratiques, ils sont souvent fâchés. Donc, il faut avoir la bonne conversation, bien gentille. Voici comment elle était il y a un an. Elle pouvait faire toutes ces choses. Elle pouvait parler, marcher. Elle connaissait mon nom. Et elle a continué de décliner malgré la méditation. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire le suivi et montrer ce qui se passe. Donc, avant de dire, je pense qu'on devrait arrêter cette médication parce que je pense que ça cause plus de tort que de bien, je m'inquiète des effets et tout ça. Je pense que c'est vraiment l'équivalent parce qu'on enlève la résistance au fait d'arrêter un médicament. Dans les premiers 6 mois après le diagnostic avec ALS, ça réduit la qualité de vie dans les 6 premiers mois de 15%. Mais lorsqu'on regarde ceux qui ont pris la méditation, les gens qui ont arrêté la médication après 1 an et demi, on a plus de chances de mourir. Donc, il y a une différence qui se fait entre 6 mois et 18 mois et c'est cette différence que vous devez suivre. Donc, je me demande si la faiblesse du muscle par rapport aux médicaments est si pertinente. Donc, mon point ici, c'est que c'est important d'avoir des points de discussion avec le patient et le dispenseur de soins.
Alors, vous pouvez paraître très fâché quand je vous dis, ben voici, nous devrions arrêter ces médicaments, et bien sûr, ils le sont. Donc, vous pouvez faire preuve d'empathie, ne pas besoin d'être d'accord, mais faire preuve d'empathie. Et ça, c'était avant que nous ayons tous ces outils sophistiqués. Bon, c'était le principe d'analyse critique, c'était aussi simple que 1, 2, 3, ABC. Oui, j'ai pris ça des Jackson 5. C'était 1, 2, 3, ABC. Nous, je l'ai simplement inversé. Bon, d'abord, numéro, c'est quoi le but de chaque médicament? Je crois que c'est très important. Je raconte toujours cette anecdote d'il y a quelques années. Bon, je pense que il y avait un patient qui était nauséeux et que, bon, ben, et puis il prenait des Jackson. Quelqu'un me demandait, mais qu'est-ce que c'est? Puis j'ai dit, bon, ben, pourquoi est-ce que tu prends de la digoxine? Vous pourriez me le dire? Et l'infirmière disait, ben non, je ne peux pas, pour ça, pourquoi me demander ça devant toute cette équipe? Et puis elle a plus ou moins baissé la voix, puis elle a dit, Lynn, ça c'est pour le cœur. J'ai dit, oui, je sais que c'est un médicament pour le cœur. Je suis pharmacien, j'ai travaillé avec des pharmaciens. Pourquoi est-ce qu'ils ont un médicament pour le cœur? Et enfin, puis je dis, bon, je ne sais pas, ben, peut-être que vous devriez trouver, peut-être qu'ils n'en ont plus besoin, ça pourrait créer de la toxicité. Prochaine question, c'est comment le prennent-ils tel que prescrit? Et actuellement, bon, parce que vous avez un bêta-bloquant, on dit, bon, ben oui, ben vous êtes au-delà de 100 et votre taux systolique à moins de 60 ou plus de 100. Je ne pense pas que c'est une bonne idée actuellement de jouer avec les bêta-bloquants au hasard. Et comment l'utiliser? Puis on peut toujours aller demander au Dr. Fit, comment ça marche pour vous? Eh bien, si cette médication actuellement ne traite pas le symptôme pour lequel il est indiqué, peut-être faut-il tout simplement changer ou arrêter. Alors, pensez à toutes les fois où nous augmentons les opiacés et ça n'accomplit pas le boulot. Donc, c'est très important avec les les thérapies aux opiacés. Tout le monde devrait avoir sa propre ligne rouge et dire, bon, il faut maintenant prendre du recul, évaluer la situation. Pour moi, c'est 100 mg par jour. Puis après ça, je dis, bon, ben, OK, d'accord. Regardons une évaluation des symptômes pour voir ce qu'il en est. Parce que si c'est de la douleur qui répond aux opiacés, la plupart des gens vont répondre à moins de 100 mg. Peut-être qu'ils ont besoin de plus, mais il faut regarder ça encore un peu plus. Alors ça, c'est les 1, 2, 3. Ensuite, vous avez les ABC, les effets indésirables. Est-ce qu'il y a des effets indésirables pour le patient? Ce qui fonctionne pour vous et pour les effets indésirables, vous pouvez aussi pondérer dans votre tête les avantages, les désavantages. Et encore une fois, vous avez ces conversations avec les infirmières. Par exemple, c'est comme l'ancienne émission de télé, Colombo. Si vous en souvenez, si vous êtes assez âgé, vous savez, il va être en train des interviews motivationnelles en tant que technique. Il s'en va il est dans votre entrée, il fait semblant de rentrer dans le champ, puis il dit toujours, une dernière question. Et puis bon, bon, là, il vous tient. Alors, l'interview motivationnelle, c'est quand vous parlez avec quelqu'un, disons, qui a le diabète. Alors, vous me dites, madame, que le médicament, ce médicament va décroître votre glucose sanguin, votre taux de glucose, et que ça va nous mettre en meilleur état, vous aurez moins de complications avec votre diabète. Eh bien, je suis très curieuse, encore une fois, je ne juge pas, je suis simplement curieuse. Si vous croyez que ces médicaments sont un avantage et vont empêcher les complications, alors pourquoi est-ce que vous ne les prenez pas? Et puis, bon, si c'est là, bon, quand j'en ai parlé avec votre mari, si c'est là, ben, vous la prenez. Donc, ayez les mêmes conversations à propos de la déperception, je crois que c'est valable. Donc, si nous retournons à notre type de 94 ans, si nous regardons tous ces médicaments, oui, dans ce cas-ci, ce sont ces drogues. Alors, à la lumière du ABC 1, 2, 3, vous pouvez utiliser ça ou les lignes directrices les directives pour la bonne prescription. Probablement que la seule, enfin, que je regarderai, c'était encore une fois, naturellement, je arrêterai la coenzyme Q10, les statines, encore une fois, ça c'est pour la dégénération maculaire. Il faut le prendre pour 7 ans pour voir des impacts de cela. Et c'est pour la dégénérescence maculaire centrale et avancée. Alors, si c'est pour plus de quelques mois, laissez tomber.
Bon, après avoir vraiment déprescrit massivement, je voudrais qu'encore une fois, il y a plusieurs outils de déprescription qui peuvent actuellement être basés sur des preuves et les listes de bières et les critères StartUp ressemblent des outils explicites, tandis que l'algorithme de Garfinkel sur les bonnes pratiques palliatives ergatiques et la méthode McPherson procède sur un prochain, la méthode ABC 1, 2, 3 ou tout processus comme bon. Vous pouvez utiliser aussi describing.org ou la boîte à outils Describing de NHPCO qui finalement vous permettent vous donne beaucoup d'informations sur toutes sortes de classes de médicaments spécifiques qui peuvent être déprescrits. Et bon, ensuite, je voudrais parler de choses plus ou moins au hasard que je trouve intéressant. La constipation. La constipation actuellement, c'est l'axe du mal dans l'univers. Quand vous regardez la littérature, bon, oui, bien sûr, je suis intéressé aux opiacés et à la constipation. La plupart du temps, ça vient du syndrome de l'intestin irrité et non pas c'est beau quand on regarde. Et les opiacés et la constipation, c'est justement, on pourrait dire que vous êtes consommé des objets plus que ça, c'est que finalement tous les effets comme les peines, les douleurs abdominales et quand tout ça, et qu'en est-il actuellement? Bon, ben actuellement, vous avez des systèmes comme le polyéthylène glycol. C'est peut-être l'une des pires médicaments que soit l'hydroxyde de magnésium. Le citrate de magnésium est un peu plus difficile peut-être ça crée de l'hypotension. Il faut passer aussi avec la fonction rénale, tout ce magnésium. Alors que si quelqu'un a des problèmes actuellement, encore une fois, réflexion, ce sera un bon adjuvant, mais enfin, ce genre de médicament qui vous garde de l'eau dans les intestins. Et vous avez aussi autre chose. Il y a plusieurs études qui montrent que le Sénat, plus le docu, ça ne fonctionne pas aussi bien que du Sénat tout seul. Alors, c'est ma compagnie, je suis pour ça. Les Sénats, exactement, c'est tout simplement, ce n'est pas sur la table. Donc, du Sénat tout seul, ça vient dans tellement de formulation, tablette, thé, quelque chose que vous pouvez mettre dans la crème glacée. Et vous avez des choses comme les détergents, comme le DocuC qui actuellement, bon, pour les éléments actuellement, enfin, encore une fois, je pense que c'est quoi seulement, détergents, les éléments, c'est actuellement, ça peut, c'est les purges. Et encore une fois, n'essayez pas. Bon, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, il y a des médicaments de première ligne et la deuxième, ça sera pour moi le Palmoral. Et celui qui a le plus grand gratuit, c'est le Naldémédine. Et, euh, et sinon, c'est un peu mieux que le naloxicol ou le méthylnaltrexone. Chacun d'entre eux a une fonction qui ne lui permet pas de traverser la barrière hématocéphalique et par exemple, le naloxégol, actuellement, c'est une molécule qui a une queue assez élaborée. Et alors que le méthylnaltrexone, il y a un groupe inutile sur le naltrexone de cette façon, ça ne traversera pas la barrière hématocéphalique. Et il y a aussi les bloquants sélectifs du 5-HT, comme la prunalopride. Et quels sont les médicaments troisième? Ben, ce sont les sécrétogogues. Il y en a plusieurs. Le Bipostone, qui est un amatisant. Il y a les niclotil, ou qu'on appelle aussi de l'insul plécanatide, et le Ténapanor. C'est un nouveau, je ne le connais pas. Et dans ce groupe-là, ils seront tous des médicaments de troisième ligne. En bleu, j'ai quelque chose pour vous. Lorsqu'on se demande quels sont les drugs qui vont clearser pour le syndrome de l'intestin enflé avec congestion. Actuellement, c'est le polyéthylène glycol, actuellement, ça marche très bien, et les inhibiteurs de la recaptation de la sérotonine. Ça, c'est magnifique comme diapositive. Ça vient du journal de gastro-entérologie. Ça regarde le mécanisme d'adoption des sécrétagogues. Les sécrétagogues agissent soit en ignorant le contenu des fluides, dans le sang sur les canaux chlore, et la protonotide ou la méprostone, ou encore sur l'échange de troisième niveau entre l'hydrogène
et le NHE3, voilà. Et sinon, bon, ben, qu'est-ce qu'on recommande en première ligne? Et bon, ben, c'est sûr, il y a le reste qui vient. Pour ce qui est des considérations de coût, c'est une des raisons aussi pourquoi ils se sont des médicaments de troisième. Encore une fois, le lubiprostone a peut-être les données les plus importantes, c'est 450 $ par mois aux États-Unis, le limaclotide de 600 à 1200, le piédacaténide de 600 $ et tenapanor 1800 $. Alors, vous avez d'autres médicaments qui vont à un peu moins de 2000 $. Donc, si vous regardez les opiacés actuellement, l'Institut américain de neurologie ainsi que le consensus du groupe des experts italiens a dit que les sécrétagogues sont des thérapies de troisième ligne pour la constipation induite par les opiacés. Parfois, nous avons un patient à l'hôpital qui vient à cause des sécrétagogues et ils sont très dispendieux et il faut leur donner. Puis on dit, bon, est-ce qu'on essayait les choses élémentaires? On parle de 1800 $. Ben, je peux donner à tout le monde tout le monde sur la côte Est pour du Sénat pour 1800 $. Enfin, il faut au moins essayer. Ensuite, les nombres nécessaires pour traiter, ben, avec les outils de prescription à notre disposition. Le nombre de patients traités pour avoir un patient avec plus de 50% de réduction de la douleur. Ben, je pense qu'il est utile de regarder ça. Quand on regarde les carbamazépines, vous faites 1,4. OK, pour le NT. Ben, bon, les topiramates, en fait, bon, 7,4. C'est souvent les patients l'appellent le dopamax parce que ça leur donne tellement une espèce, une migraine médicamenteuse. Ensuite, vous avez le vancéclique, jusqu'à 3,2. Bon, c'est vrai, le gabapentine à 3,2 en fait. Et si vous avez des problèmes avec les TCA, ben les SSRI actuellement, à 19 et les CNRI puis le bupropion, ça c'est moins bien contribué à 21,5. Ah, autre chose qui me rend folle, c'est les produits topiques pour la gestion de la douleur. Ce type-là dit non, pas question, pas question, jamais de la vie. Eh bien, ça, c'est une très bonne étude qui a été faite pour qu'on voit des crèmes topiques pour les douleurs chroniques localisées dans un établissement militaire qui a été classé par le médecin comme étant un sentiment neuropathique, peu susceptible ou mix. Et encore une fois, 399 patients. Et ça, c'est les composés qu'ils ont utilisés. Et encore une fois, bon, ben oui, bon, je pense que très souvent, les pharmaciens avec leurs composés, c'est trop. Vous voulez pas que je fasse des composés enfin avec vous. De que je joue aux apothicaires, en tout cas, la kétamine, la gabapentine, la clonidine, ben ça c'est de l'administration clonique. Si ce n'est pas susceptible, bon, ben il y a euh, la ketoprophène, le baclofène, bon, ils ont littéralement envoyé toute la cuisine là-dedans, tout le frigo. Et si vous avez des problèmes au dos, au cou, sur un membre ou ailleurs, encore une fois, la concentration de ces médicaments pour vous édifier ici, kétamine 10%, gabapentine 6%. Ça, pour moi, c'est bon. Pour moi, oui, c'est bien. Et l'instruction pour l'application, c'est à la zone cible 3 fois par jour. Et encore une fois, ben, ceux qui ont fait l'enquête, l'étude, en fait, ont décidé que bon, c'était 4 fois par jour, 5 fois. Alors, le résultat, c'est que bon, ben, un mois après le traitement, quelle était la réponse? Eh ben, c'était une réduction de 2 ou points ou plus de 0 à 10. Alors que la satisfaction, c'était plus de 3 sur une situation qui va jusqu'à 5 points. Et encore une fois, ça c'était pour des gens qui n'étaient pas, ceux qui faisaient l'étude n'étaient pas impliqués dans le traitement. Ce sont des militaires, donc enfin, ils devaient suivre les ordres. Donc, certains avaient des placebos. Alors, actuellement, bon, voilà, après le roulement de tambour, il n'y a pas de différence entre le médicament et le placebo. Donc, 0,1 pour les douleurs neuropathiques, ce n'est pas beaucoup. Les douleurs nociceptives, 0,3. Et bien sûr,
La qualité de vie n'a pas vraiment changé entre les deux, donc à la limite. Ça veut dire qu'ici que, bon, si quelqu'un a des douleurs, c'est difficile sur la période. On sait que, bon, vous savez, la douleur doit être vraiment superficielle pour que ces médicaments fonctionnent pour les neuralgies périphériques ou alors pour les douleurs lombaires c'est parfois efficace aux États-Unis. Souvent, ça dure jusqu'à 12 heures par exemple, mais vous pouvez avoir certains médicaments jusqu'à 24 heures et le remplacer par un autre. Oui, présumons que vous avez une bonne fonction hépatique. Je vous dirais que le composé qui me rend folle dans les secteurs, c'est AB, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? C'est enfin une espèce de composé avec pourquoi utiliser ces quatre médicaments d'entrée de jeu. La plupart des infirmières jurent par ce gel et naturellement, vous avez des risques. Il y a plusieurs études qui ont examiné tout cela. Serum level Les études qui ont regardé cela sont les niveaux d'application chronique de ce produit. Et seulement le Benadryl pouvait seulement détecter avec le niveau le plus sensible de HPA. Et aucun des autres trois ne pouvait être trouvé. L'étude suivante a regardé l'usage de cette crème avec les patients de cancer qui avaient de la nausée. Et encore une fois, ils ne pouvaient pas dire la différence, avec ou sans. Mais les infirmières des hospices jurent par cela et quand la deuxième étude est sortie, on m'a dit de revoir une étude et ils ont réalisé que le dossier avait vu qu'il n'y avait pas d'amélioration, mais ils l'utilisaient 15 fois par an, donc au fur et à mesure que vous passez votre visage, ça le passe près de votre nez et c'est comme un plus de l'aromathérapie qui fixait le chose. Ou peut-être le massage. Maintenant, je suis très grande fanatique de l'Intensol. Ici, on a M. Jones, qui est un homme de 58 ans atteint d'un cancer du poumon, qui a été admis dans l'unité de soins palliatifs pour des douleurs incontrôlables. Sa douleur a été finalement contrôlée par une perfusion IV-PCA de morphine à 2 mg par heure, avec un bolus de 1 mg toutes les 15 minutes au besoin. Il est très faible, il a du mal à avaler, mais il veut aller chez lui. Est-ce qu'on doit le renvoyer chez lui avec la morphine en intraveineuse? Donc, il a 54 mg par jour de morphine intraveineuse, ce qui est à peu près 162 mg de morphine orale par jour. Il est sous 65 ans, donc c'est à peu près 16 mg par jour de méthadone orale. J'essaie de ne pas utiliser la méthadone pour le taux de morphine orale. Donc, ce que vous faites, c'est que vous utilisez le taux de morphine orale, c'est de 10 à 15%. Donc, ça aurait été 10%, ça va être 16, 15%, ça va être 24. Vous pouvez faire 20 mg par exemple. Parce qu'il a de la difficulté à avaler, l'Intensol, c'est une solution orale à faire. Vous pouvez le mettre sur la cavité orale, même si quelqu'un ne voit pas. Vous pouvez mettre leur corps à la bonne température, il ne faut pas l'aspirer. Donc, vous pouvez mettre 8 mg POQ12. Vous avez aussi la morphine, 20 mg par solution orale. Ce n'est pas vraiment utilisé encore, mais on a encore cela. Donc, le seul moment où on a de la difficulté à utiliser cela, c'est si le patient a plus de difficulté à avaler. On a plusieurs Intensols disponibles dans notre pays. On a Prazolam, Diazepam, Lorazepam, Oxycodone qui est extrêmement cher ici et Prednisone. Donc encore une fois, vous mettez le corps à 30 degrés et vous pouvez insérer jusqu'à 1,5 mm dans la cavité. Donc, est-ce que la personne peut absorber cela dans l'espace? Ça dépend. Donc si vous regardez ce graphique que j'ai ici, le premier médicament, c'est la morphine. La morphine, c'est le plus soluble dans l'eau que tous les autres opiacés. C'est pas toujours très bien absorbé, mais les études ont montré, particulièrement avec la méthadone, qui est un petit peu plus élevée, plus proche de 25-28%. Vous n'avez pas à changer la dose, parce que même autour de 20-25%, c'est absorbé dans la cavité orale. La solution reste là, comme un effet
et descend petit à petit dans la gorge au fur et à mesure que le patient l'avale. On a aussi la méthadone qui est un peu plus haut parce que c'est un médicament plus absorbable. Et nous avons également le fentanyl, bien sûr. On a tous ces nouveaux médicaments sur le marché. Donc, le premier, c'était le fentanyl sur un bâton et nous avons maintenant un générique, bien sûr, mais ils l'ont enlevé sur le stick, ils l'ont mis de l'effervescence. Nous avons Fetora et qui est devenu... Nous avons également le spray sous la langue. Nous avons quelque chose qui est en dehors du marché maintenant. Nous avons également la Zonda, qui est un spray de fentanyl. Mais vous voyez que la biodisponibilité est d'à peu près 30%. Mais vous ne pouvez pas faire de conversion parce que comme les fentanyls, de la manière qu'on ne peut pas changer la morphine, l'interprète n'a pas compris cette partie. L'interprète excuse. Donc ça, c'est quelque chose de magique. L'utilisation de la prégabaline dans la prise en charge du prurite urémique chronique. Donc ça, c'était les patients atteints d'IRC présentant un prurite sévère et réfractaire. C'était seulement une toute petite étude de seulement 12 patients et ils avaient une dose à ajuster. Donc ils prenaient seulement 25 mg par jour. Et ils ont regardé leur évaluation de la douleur pour le grattement. Et ils avaient une ligne de base de 9,7. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient sortir les fils dentaires pour se gratter. Après une semaine, c'était tombé à 3,7. Après 4 semaines, c'était 3,2. Et après 24 semaines, c'était 3 à peu près. De 3 à 1,5. Je pense que c'est un très bon médicament également. Le fait de parler, de ne pas arrêter le médicament subitement, comme on l'a montré, discuté dans la déprescription. Il y a des pratiques. L'ISMP a publié un rapport sur les symptômes de sevrage du médicament. On a au moins 10 cas signalés des faits de manque. Donc ça, c'est le tableau qu'ils ont donné. Donc tous les médicaments qui effectuent la sérotonine, tous les médicaments qui affectent le GABA, la prégabaline, la vigabatrine et gabapentine, les récepteurs des opiacés, des effets sur la dopamine et les autres mécanismes, tout cela doit être réduit et non pas arrêté subitement. Et selon les lignes qui... Je crois que pour certaines infirmières, on dirait qu'elles ont un sens de l'araignée. Elles sont très bonnes pour dire en disant « Oh, je pense qu'on devrait commencer à réduire ce médicament parce que je ne veux pas arriver d'un coup et d'un coup, vous ne pouvez pas avaler votre antidépresseur. » Donc, je pense que ça aussi, c'est... Ça, c'est une étude sur l'usage de l'olanzapine pour le traitement des nausées et des vomissements chroniques liés au cancer avancé. Donc, c'était une étude sur 30 patients, 16 femmes, 14 hommes âgés de 39 à 79 ans, donc en moyenne 63 ans. Il y avait des nausées. Une nausée chronique présente depuis au moins une semaine, une sévérité de 3, plus ou moins c'est une étude de 0 à 10. Ils ont reçu 5 mg de olanzapine ou un placebo par voie orale tous les jours pendant 7 jours. Et ils ont rapporté les résultats utilisés pour les points finaux de l'étude. Donc, pour la ligne de base, on avait un 9. Le score médian était de 9 sur 10. Le placebo, après une semaine et un jour, c'était 9 sur 10 toujours. Et pour le olanzapine, on avait 2 sur 10 après une semaine et 1 sur 10 après. Donc, c'est un très bon indicateur, vraiment bon indicateur de l'efficacité de l'olanzapine. Donc, on a moins de vomissements, utilisation de médicaments antiémétiques. Et donc, c'est un médicament qui ne coûte pas très cher et qui est très intéressant. On a aussi la mirtazapine qui est c'est très bon de penser à cela. Quand on parle du traitement de l'insomnie, l'anorexie, la dépression, est-ce que ça traite vraiment ces 4? Oui, donc on a regardé 120 patients cancéreux qui souffraient d'anorexie, qui avaient une perte d'appétit d'au moins 4 sur une échelle de 0 à 10, de cachexie,
c'est-à-dire une perte de poids corporel de plus de 5% sur 6 mois ou 2% avec un IMC de plus de 20 et un score de dépression inférieur à 3 sur une échelle de 0 à 6. Ils ont randomisé un à un la mirtazapine de 15 mg chaque ou un placebo pendant 8 semaines. Et le critère d'évaluation principal, c'était la modification de l'appétit entre le début de l'étude et le 28e jour. Donc, ils ont vu les symptômes de QOL, la fatigue, les symptômes dépressifs, le poids corporel, la masse maigre, la force de préhension, marqueurs inflammatoires, etc. Donc, la mirtazapine est associée à une augmentation significativement moindre des symptômes dépressifs et une prévalence plus élevée de la somnolence. Donc, il n'y avait aucune différence dans les autres résultats, y compris le score d'appétit. Donc, si vous pensez que ça améliore l'appétit, réfléchissez encore. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de trop parler pour me convaincre qu'il y a plus de résultats pour la méthazone. Voici les choses les diapositives que j'ai préparées il y a 2 jours. Je pensais que j'allais vous les donner puisque j'ai quelques minutes qui me restent. Et c'est un sujet difficile à aborder. C'est la déprescription et l'anticoagulation. Il n'y a pas de réponse simple. Donc, pourquoi est-ce qu'on empêche la coagulation chez les patients dans les hospices? La thromboembolisme veineuse, la fibrilisation auriculaire, les syndromes coronaires aigus ou percutanés, les interventions coronaires percutanées. Et nous avons parfois besoin de réguler le patient. Donc, quels sont ces anticoagulants ou antiplaquettaires et desquels on part? Donc, on a la vitamine K, on a les DOAX, les anticoagulants oraux agissant directement. Nous avons le dagibatran, la pixaban, l'édoxaban, la rivaroxaban. On a les autres anticoagulants et les antiplaquettaires, l'aspirine, le P2Y12, les inhibiteurs P2Y12 et les autres qui sont pour les maladies périvasculaires. Donc, nous avons beaucoup d'éléments là. Donc, à quel point est-ce que l'usage des antithrombotiques à quel point c'est commun à la fin de la vie? Les antithrombotiques sont fréquemment prescrits pour les patients avec une durée de vie limitée. La charte revoit 180 patients qui sont décédés de maladies malignes ou non malignes dans les pays du Nord. 33% des patients, 60% des patients ont utilisé les antithrombotiques dans les derniers 3 mois de leur vie. 33% sont décédés à la maison, 21,3% dans un hospice et 45,4% dans un hôpital. 157 sur 157 prescriptions parmi les 108 patients, nous avons eu 30 qui étaient sur warfarin, 60 sur heparin, 66 sur les inhibiteurs d'agrégation plaquettaire. 75,9% des patients ont continué d'utiliser les antithrombotiques pendant la dernière semaine de leur décès. Parlons de la thrombose veineuse. Nous avons les VTE et les DVT qui sont assez communs parmi les patients dans les populations moyennes. Ça augmente avec l'âge, avec la mobilité réduite et les maladies chroniques concurrentes, incluant le cancer. Le traitement approche a changé d'un point de vue nihiliste pour aller vers pour une sorte de soins plus individualisés. Donc, 90%, la majorité des patients, dont 10% étaient asymptomatiques, ont souffert une mort symptomatique prolongée qui avait une durée moyenne de 2 heures là, avec une dyspnée, une tachycardie et de la détresse, pardon. Donc, ils sont généralement sous-diagnostiqués dans les hospices et les espaces de soins palliatifs. On a les PE, la dyspnée, l'anémie, l'édème pulmonaire, les infections. Et souvent, ils sont sous-diagnostiqués. Donc, les traitements pour la thrombose associée au cancer a été, pour les parines moléculaires, est supérieur à la warfarin pour prévenir les VTE récurrents.
les LMWH ont moins de patients qui ont des interactions entre médications et requièrent rarement du suivi. Par contre, pour les études, on a exclu les patients avec un diagnostic de moins de 3 mois. Donc, on parle de 1 à 2 injections par jour. Mais lorsqu'on regarde les études, en comparaison avec... l'interprète n'a pas compris cette partie, l'interprète s'excuse. Donc, les lignes guides recommandent une anticoagulation indéfinie pour les patients avec des soins en cours. Donc, nous avons fait une étude parmi 22 hospices avec 1199 patients et des établissements de soins palliatifs. 90% des patients étaient des patients suivant de cancer. Ils avaient un VTE de faible incidence, mais une forte incidence de saignement pertinent au niveau clinique. Pour les patients hospitalisés avec des thromboses veineuses profondes et une étude portant sur leur détection, l'interprète excuse, la présentatrice parle beaucoup trop vite. Ultrasonography. Lorsqu'ils sont admis et de manière interne jusqu'à ce qu'ils meurent ou soient renvoyés chez eux. Comment ils sont passés à face, je ne sais pas. Bon, ben, les ont toutes sortes bon, sur une échelle australienne, les DVT fémorales dans un nombre considérable de participants avec aucune différence dans la survie. Et quant à l'embolie, la thromboembolisme profond, alors il n'y a pas finalement de ligne directrice médicale claire et il y a des données limitées pour ce qui est des résultats. C'est du cas par cas. C'est là où il est important que votre habilité à la prescription entre en jeu. Nous devons actuellement savoir où en est le patient, quels sont les pronostics, si c'est finalement un thromboembolisme veineux, s'il est proximal distal, dans le haut du cœur ou le bas du cœur, et c'est toutes ces choses. Bon, et quelle est l'histoire? Est-ce qu'ils prennent une histoire de INR, octopus militaire? Peut-être que maintenant ils sont à l'hospice, ils ont quelques semaines à vivre. Ben, je crois qu'il est bon de stopper la varfarine. Bon, qu'en est-il de la défibrillation atriale? Eh bien, exactement comme mes résidents faisaient, vous pourriez vérifier ça. C'est un système de points, le CHAD-DS, pour l'insuffisance cardiaque, vous avez un point, l'hypertension, le diabète, vous avez des points, les TAE, des maladies vasculaires, et pour les âmes thrombotiques, regardez, bon, à droite, le tableau, ça vous donne le risque absolu par année, et jusqu'à 9, et c'est 12% d'avoir je veux dire, une attaque durant l'année. Et bon, enfin, je ne sais pas, je l'ai fait, mais moi, je suis une rebelle. Et quand on regarde actuellement quel est le risque absolu par année. Et si nous avons, par exemple, un risque de 7,2% sur 365 jours, oh, désolé, deuxième colonne, c'est qu'est-ce qui se passe si finalement, si on coupe l'anticoagulant, ben, le 12 va à 4 et si vous regardez en jaune, vous regardez la moyenne des séjours à l'hospice, 92,6 jours en moyenne. Si vous regardez quelle est la chance d'avoir un ACV durant ces 3 mois, 3,8 et avec quand on ralance tout de soir, c'est 0,6%. Le vert à droite, c'est le séjour moyen aux États-Unis dans un hospice, même quelqu'un qui a 9 points. Le risque sur ces 19 jours, c'est 0,6%. C'est un peu moins demi-1%. On peut réduire ça en leur mettant des anticoagulants, mais je ne sais pas. Moi, très souvent, et Clint Eastwood et moi, nous nous posons la question, est-ce que vous vous sentez chanceux? Et pour ce qui est du risque de saignement, d'hypertension bon, ben, si vous regardez actuellement,
score AS-BLED, si c'est 0, c'est relativement faible, un 0 ou un 1 ou même un 2, ils vont dire vous devriez utiliser des anticoagulants, mais 3 et plus, c'est bon, ben, les alternatifs aux anticoagulants qui devraient être considérés. Ce système numération actuellement, c'est bon et discuté, mais c'est le meilleur que nous avons. Voici un cas. Monsieur Jones, 76 ans, un homme à l'hospice avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer avancée. Il vit dans un foyer pour personnes âgées, mais actuellement, il a besoin d'être compliqué. Il va être transféré à un CHSLT. Il a des comorbidités d'hypertension, 140 sur 90 pour l'hypertension, 150 sur 95. Parfois, et type du thème 2 on lui a de la warfarine, de l'aspirine. Quels sont ces risques? Ben, il faut regarder ces facteurs de risque. Ces points, c'est-à-dire qu'il a environ 10% d'avoir un ACV durant l'année suivante. Quels sont pour ces questions de saignement? Ben, total de 4. Ben, 4. Qu'est-ce que disent? Ben, peut-être vous voudrez penser à autre chose que les plans que vous avez mis au point actuellement pas. Monsieur le russe annuel d'avoir un peu moins de 10%. Donc, quand on regarde dans son 18 jours de séjour, et ben actuellement, c'est qu'un peu moins de 0,5%. Et ensuite, actuellement, des chances d'avoir une hémorragie émergente à 8,9%. Et dans ce cas-là, moi, je regarderais une alternative telle que, bon, les antiplaquettaires, des choses comme ça. Et le médecin traitant a été d'accord pour arrêter la warfarine. Moi, j'aime bien cette diapo. Ça parle des décisions partagées. Alors, quand vous regardez toutes les données, vous regardez ce sont les avantages, les désavantages. Vous devez voir ce qu'est l'impact, quels sont les résultats relatifs des risques et des éventuelles récompenses. Eh bien, et quelle perspective examinez-vous? Deuxièmement, quel sera le résultat que vous pouvez voir aussi à gauche? Donc, je pense que ça décrit les choses de manière parfaite. Cette diapo actuellement vaut son pesant de Maravedi. Ça s'appelle l'utilisation des antithrombotiques à la fin de la vie. C'est un organigramme, une étude organigrammatique et enfin, ils ont une licence Creative Commons, donc vous pouvez l'utiliser, c'est du libre. J'aime bien ce diagramme. Et puis, bon, vous commencez à gauche avec une condition qui menace sa vie. Ils ont souvent pour moi trompé. Puis, ils ont toutes les données, les considérations en dessous. On dit, bon, ben, réévaluer s'il y a un changement dans la condition clinique, si vous transférez le patient et ainsi de suite. Mais présumez que nous allons aller à droite en bas, voir si est-ce qu'ils ont eu des problèmes d'hémorragie récente. Oui, et puis actuellement, oui. Actuellement, si il n'a pas de traumatisme, on ne sait pas. Enfin, et puis bon, la réponse, c'est que dans quel sens la réponse est oui. Débuter là ou arrêter là-dessus, c'est non. Bon, actuellement, bon, ben, un inhibiteur plaquettaire dont vous parlez ou un anticoagulant. Celui-là à gauche, un inhibiteur de l'agrégation plaquettaire. Est-ce que c'est pourquoi la prévention primaire ou la prévention secondaire à ou la prévention secondaire à haut risque? Ça fait créer toute la différence. Et encore une fois, ne commencez pas, n'arrêtez pas pour les faibles risques. À haut risque, continuez, mais prenez en considération les préférences du patient. Si vous regardez à gauche, ce que sont les anticoagulants, vous regardez les risques de thromboembolie et encore une fois qui sont moins de 10% dans ces situations cliniques considérées ici. Bon, si vous ne savez pas, bon, ben, arrêtez-le, ne commencez pas sur les à droite parce qu'ils sont à haut risque et il y a toutes ces indications pour vous. Vous regardez voir le risque d'hémorragie faible, élevé, quoi. Quand vous continuez, vous arrêtez, que faites-vous? Si vous regardez des combinaisons de thérapies, il n'y a aucun avantage sur la monothérapie. Donc, actuellement, ce diagramme m'a frappé, puis je dis, bon, je pense que vous devriez aller voir l'article de plus près. Un autre diagramme que je vais vous montrer ici, qui dit un client avec une condition clinique, les avis médicaux et comment discuter les préférences du patient, tous ces points de discussion à propos des pour, des contre, en utilisant des décisions partagées. Pour moi, ça a beaucoup plus d'allure. Ceci étant dit, j'ai complété ma présentation formelle. Je serai prêt à répondre à toutes vos questions s'il en est. Si vous êtes toujours réveillé et que vous respirez toujours.
Eh bien, actuellement, je suis surpris que vous avez été capable de faire entrer tout cela dans cette période de temps. Je suis surpris, agréablement surpris. Nous avons quelques questions, 6 minutes pour les questions. Si vous avez une question, vous pouvez toujours la mettre dans l'application. Première question, c'est est-ce que les diapositives vont être disponibles? Je vais essayer de j'espère pouvoir les rendre disponibles, mais comme ça, je ne sais pas quand la décision a été prise. Nous voudrions actuellement le mettre sur le site du MIPCC. C'est un peu difficile parce que beaucoup de gens m'ont demandé pour dire, bon, est-ce que je peux aller, bon, en même temps à pharmacothérapie et psychédélique en même temps? Non, ben alors, c'est pour ça qu'il faudra peut-être les mettre. Donc, une première question pour vous, Dr. Marfaxon. Pourriez-vous commenter sur l'efficacité et les risques de la méthadone à faible risque avec la morphine et d'autres opiacés fréquemment utilisés? Très bonne question. Très souvent, quand nous avons un patient qui est très près de mourir, parce que là, j'entends qu'ils vont être probablement avoir qu'ils ne soient dans une tasse stable avec le méthadone 4 à 5 jours. Nous utilisons cette approche que vous avez mentionnée, plutôt que de passer complètement à la méthode sur le régime actuel, mettre un peu de méthadone au-dessus de tout ça. Parfois, 12 Q3. En fait, je sais que le mécanisme des antagonistes a été peut-être questionné, peut-être que la sérotonine aussi joue un rôle plus important, mais je pense que ça fonctionne très bien. Je pense que vous avez vu peut-être plusieurs études par Shelley Salpeter. Bon, la méthadone avec la morphine a de très très bons effets. Avant que je n'oublie mes courriels, enfin, si vous voulez une copie PDF, ben, je suis heureuse de vous l'envoyer. Parfait. Une autre question à propos de la méthadone. Vous avez parlé de passer de différents opiacés, l'hydrocodone ou la morphine à la méthadone. Mais qu'en est-il de l'autre versant? Oui, c'est assez délicat ici. Il y a une seule étude faite par Walker et on a pris la dose de méthadone par 4,7. Ça devrait donner la dose de morphine. Mais je recommande de multiplier par 3 parce que si vous passez immédiatement à la morphine, je ne me soucierai pas de la méthadone qui quitterait le corps sur les 3 à 5 jours suivants. Multiplié par 3,5, je suis généreuse et puis les prochaines choses, vous allez faire des dosages dépendamment alors que la méthadone va se dissiper. Merci. Et est-ce que vous avez des preuves pour la lanzépine avec la nausée non cancéreuse? Je n'ai jamais vu d'étude à cet effet. Je pense que la nausée est encore plus compliquée que la douleur, mais comme nous faisons une évaluation assez sérieuse de la douleur pour la pathogénèse de la c'est la même chose pour la douleur, c'est la même chose pour parce que les 13 M de Amésis, bon, par exemple. Et je pense que les antidopaminergiques actuellement quand il y a une zone de chémorécepteur qui est déclenchée, je pense que ça dépend du mécanisme d'action de la nausée. Et qu'en est-il de la prophylaxie VTI pour VTE, c'est-à-dire, c'est-à-dire bon, une thromboembolie veineuse profonde, encore pas pour en hospice. Je ne sais pas, mais je pense que c'est une décision cas par cas, parce que quel est le risque de la toxicité, quel est le pronostic, il faut considérer tout cela. Merci. Et aussi les patients. Il y a des patients. Il y avait un cas clinique ici. Le patient a été mis sur l'erazépam pour les convulsions. Ils avaient aussi très prochainement après la femme, ce qu'on appelle de changement, bon, en fait, de vertige, tout cela. Et quelles sont les autres options si l'acosomade échoue? Bon, je déteste les convulsions, c'est toujours très, très difficile. Et bon, ben, c'est une drogue actuellement qui est assez étonnante. Bon, qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions ou d'effets secondaires. Le Vinpat, vous allez devoir actuellement, bon, ceux qui sont capables de payer pour, c'est vraiment très dispendieux. Ça dépend aussi du pronostic du patient. Si quelqu'un est tout près de la fin, peut-être que ce serait plutôt le dosage des benzodiazépines. Et qu'en est-il du dos? Donc, pour les embolies, les thromboembolies veineuses profondes, oui, la prévention. Quand on fait la prévention, c'est quoi? Proximal, distal, quels sont les pronostics? S'ils sont à haut risque, oui, certes,
mais j'ai entendu dire récemment de la part d'un cardiologue que si vous vous souciez de l'hémorragie, si vous avez actuellement que quelqu'un tombe 200 fois avant qu'il y ait vraiment une grosse hémorragie ou alors frapper votre tête. Et encore une fois, ça, oui, il faudra considérer. Vous savez, ce que je pense qui doit être les coûts, c'est une considération. Ça coûte peut-être 300 $ par mois et je pense qu'il y a beaucoup de décisions. On ne peut pas faire finalement une décision omnibus ici. Vous avez présenté les tricycliques et la carbapentinoïde, je pense que c'est la population en général. Est-ce que vous avez quelque chose, plus de données, plus pour un âgé qui est frêle? Non, mais là où nous verrions l'impact de cela, ce n'est pas bon, les nombres pour traiter, mais ça peut être ça peut forcer le nombre où on peut commencer à faire du tort parce que ça pourrait accroître les risques de toxicité. Et merci, la dernière, s'il vous plaît. Répétez votre courriel. Mon courriel, je vais le mettre dans le clavardage mmcphers à .u maryland.ed mmcph arx bon à l'université de Maryland .ed .edu. Et bon, la dernière question, c'est bien sûr félicitations. Merci à tout le monde pour être venu à cet atelier. Et merci, Dr. Merfexon. Alors voilà, c'était fantastique et merci d'avoir été ici. Donc, vous avez 30 minutes avant la dernière plénière. Merci à tous. Merci encore une fois.